En Irlande du Nord, la majorité protestante est unioniste. Elle veut le maintien de l'union avec la Grande-Bretagne. Elle a mis en place un système politique qui prive les catholiques de leurs droits les plus fondamentaux. Mais à la fin des années 60, la minorité catholique se réveille et organise de grandes marches pacifiques. Elle veut de meilleurs logements, elle veut de meilleures conditions de vie. Elle veut les mêmes droits civiques. Je me rends compte que j'étais vraiment naïf quand j'étais très jeune. Je croyais qu'en manifestant pour nos droits civiques, avec des arguments irréfutables, d'une logique si évidente, l'État dirait « Vous avez raison, on n'avait pas compris le problème ». Ou si seulement vous aviez demandé, ou il est peut-être temps de changer. C'était la réponse que j'attendais. À la télévision, en noir et blanc, je voyais les événements de Selma, en Alabama, les marches pour les droits civiques aux États-Unis, les manifestations étudiantes en France et en Allemagne. Les médias les présentaient comme des soulèvements populaires, des revendications pour l'égalité, pour la justice, pour être entendus. Je les ai imités, comme des milliers d'autres jeunes. Je croyais qu'il suffisait de défiler pour faire réagir les autorités locales. Elles ont réagi, mais comme elles l'avaient toujours fait depuis la création de l'État, elles ont répondu par la violence. Film showing police using violence. Is there any justification for this? It was only when they started to force their way through that the police found it necessary to draw their truncheons and to take positive action to stop them. And I think they did it with great tact and discretion. Ça s'est terminé par le siège du Bogside à Derry. Les forces de l'État et des loyalistes ont mené des attaques massives. Au début, on se battait à main nue. Et quand la police protestante a ouvert le feu à la mitraillette, on n'avait que des bouteilles et des pierres pour riposter. On n'était pas de taille à résister. J'étais un adolescent à l'époque. Plusieurs de nos rues ont été incendiées. Des gens ont été tués. D'innombrables personnes ont été blessées par balles. Le quartier grouillé de loyalistes et de policiers. Pour moi, en 1969, c'était ma communauté contre leur communauté. On se battait pour défendre le statu quo. On faisait partie du Royaume-Uni, c'était ce qu'on voulait. On n'aspirait pas à changer la situation, mais à la préserver. Alors que les républicains voulaient le contraire. Desecrated by Republicans. Those that have cursed our flag, have cursed our Queen, and are out to destroy our country. And I want to say that we are determined as ever to resist the Republicans. Paisley n'était pas le premier, mais il est certain qu'il a joué un rôle central. Je me souviens de son émergence en tant que force politique, au début des années 1960. Il a été l'une des étincelles qui ont mis le feu aux poudres. Je ne dirais pas qu'il a rendu les combats inévitables, mais il a largement contribué à nous conduire à l'effondrement et à l'éruption de violence, qui est devenue la norme dans nos rues. À l'époque, on considérait Ian Paisley comme le sauveur de la nation. Il a vite bénéficié d'un large soutien. Il incarnait une forme d'unionisme plus agressive. Bien des gens pensaient qu'il allait défendre l'Irlande du Nord contre les assauts de l'opposition et sauver l'État unioniste.
Je n'ai jamais apprécié Ian Paisley. C'était juste un pasteur évangélique d'extrême droite qui avait vu une opportunité. Je ne dis pas qu'il ne croyait pas en ce qu'il faisait, mais il a allumé beaucoup de feux et exacerbé la haine. Au début des affrontements, ces prêches ont poussé beaucoup de jeunes à la violence. Beaucoup se sont retrouvés en prison. If we do this, then our enemies will be confounded. The lying tongues will be silent, and the Ulsters shall remain firm to the very end. Quelque chose a changé en 1969. Les manifestations ont laissé place aux fusillades, puis aux bombes, puis à un conflit qui a duré plus de 30 ans. Ça a été le plus long de l'histoire irlandaise. Mon plus ancien souvenir, c'est un groupe de vieux messieurs armés de bâtons en bois. Ils disaient qu'ils étaient de l'IRA et ils tentaient d'organiser la défense d'un quartier qui allait être attaqué. Je dois souligner que si l'armée du salut, en 1969, avait eu des armes, les gens auraient rejoint ces rangs. Les gens rejoignaient des organisations parce qu'ils croyaient que c'était le seul moyen de défendre leurs amis, leurs familles ou leurs voisins. Ce n'est que beaucoup plus tard que le mouvement républicain a commencé à s'intéresser sérieusement à cette masse de gens, à les politiser et à les organiser. À ce stade, les républicains étaient en mode défensif. Ils édifiaient les défenses de leur quartier contre les attaques de l'État ou des loyalistes. Pendant toute l'année 1970, le mot d'ordre était « Renforcez vos défenses, réarmez-vous, regroupez-vous, entraînez et recrutez du monde ». Cela nous a valu l'arrivée de l'armée britannique. Non pas pour nous protéger des excès de l'État, mais pour protéger l'État face à la résistance du peuple. Quand on était un jeune de 15 ans en jean et aux cheveux longs, les soldats britanniques vous considéraient immédiatement comme suspect. On ne pouvait pas aller au bout de la rue sans se faire arrêter et coller au mur, bras et jambes écartés, pour être fouillé. Juridiquement, le Special Power Act nous ôtait tout moyen de défense. Je me souviens d'une patrouille de soldats anglais. J'allais avoir 16 ans, et chaque fois que je les croisais, ils me faisaient des signes, comme ceci, et la fois suivante, comme ceci. Je ne comprenais pas pourquoi. Et soudain, j'ai réalisé qu'ils comptaient les jours jusqu'à mon anniversaire, où j'aurai l'âge légal d'être arrêtée. Et à 4h30 du matin, le jour de mes 16 ans, j'ai été arrêtée et emmenée dans un centre de détention pour être interrogée. Je me suis engagé après cette période. Et quand l'IRA est passé à l'offensive, on a participé à de très nombreuses batailles, que ce soit des émeutes ou des combats de rue. Dans nos quartiers, les combats à l'arme à feu duraient des heures. On se battait constamment, tous les jours, en particulier après la mise en place des camps d'internement, en août 1971. De très nombreuses personnes ont été arrêtées, toutes de la communauté républicaine et nationaliste. Elles étaient détenues sans procès, et les effectifs de l'IRA ont augmenté de manière spectaculaire.
À partir de la fin 1970, début 1971, l'IRA a attaqué de front les forces britanniques, les forces loyalistes et la police. Le Bloody Sunday a tout changé. Ce jour de janvier 1972, les associations de défense des droits civiques ont manifesté pour protester contre les internements sans procès. Mon mari m'avait dit de rester pour m'occuper du bébé. Il est allé à la manifestation avec les aînés, Peter, Donna et Liam, et je suis restée à la maison avec les 6 autres. Au moment du Bloody Sunday, je venais juste d'avoir 16 ans. Au début, les informations étaient confuses. Et puis elles se sont précisées petit à petit. Et comme les communautés étaient à couteau tiré et qu'on n'allait à l'école qu'avec des gens de son propre camp, il était impossible de savoir comment les catholiques vivaient la situation. Il y avait plein de soldats, des régiments de parachutistes et d'autres unités. On savait qu'ils n'étaient pas là pour nous dire bonjour. Ils étaient là pour briser le mouvement des droits civiques et ils ont refoulé les manifestants. J'ai entendu les tirs. Je suis sortie dans l'arrière-cour. Je pensais que c'était des balles en caoutchouc. Et puis j'ai écouté. On apprend à distinguer les balles en caoutchouc des balles réelles. Là, j'ai su que c'était des balles réelles. Three hours after the procession began, this has ended up, as dusk comes onto the Bogside, as the worst ever confrontation between the army and the Catholic people of the Craigan and Bogside. I would say there are probably about 4 dead at this moment. I don't know what those are doing, whether they're alive or dead, but they seem to be very dead, and they're thrown in as if they were dead meat. Colonel, once the paratroopers went into the Bogside, there seemed to have been a very large number of casualties. Well, I suppose large, 5 is quite large in these circumstances. It's unfortunate. But when we got up there, past William Street, here where we're standing, and up towards Rossville Flats, we came under fire. We came under fire from the bottom of the flats, from the flats. We were also petrol bombed, and some acid, in fact, was poured on us from the top of the flats. Local people are saying that you used excessive force when you went in there. Well, what is force? If you're being fired at, you return fire, and they know that perfectly well. You have no worries about this action? None at all. Les tirs ont fait 33 blessés et 13 morts. L'armée britannique a tenté de diaboliser les victimes en disant qu'elles étaient armées, qu'elles avaient des grenades sur elles. Mais les images diffusées à la télévision ont prouvé que c'est bien les soldats britanniques qui ont commencé à tirer et à tuer. Je détestais l'armée britannique à ce moment-là. Je la haïssais comme la plupart des gens. C'est très difficile de se débarrasser d'une haine pareille. Il m'a fallu de nombreuses années, je ne suis pas sûre d'y être parvenue. Même l'accent anglais me hérisse.